Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce programme qui fait la transition entre 2014 et 2015. Ce pont, nous allons le franchir aujourd'hui avec un invité de marque que j'ai le plaisir de retrouver, non seulement parce qu'il fait l'actualité, mais aussi parce qu'il joue un rôle important dans la structuration même de notre appareil démocratique. J'ai donc le plaisir de recevoir sur ce plateau l'honorable Délice Sanga, président du parti politique Envol. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Vous êtes président d'un parti politique, mais vous êtes aussi un député pas le moindre, parce que vous êtes à l'origine de beaucoup de lois. Et si je vous reçois aujourd'hui, c'est parce que vous faites l'actualité. Vous faites l'actualité, ce qui est très rare dans notre jeune démocratie. Jamais l'initiateur d'une loi ne l'a retirée. Vous avez, il y a quelques semaines, retiré le projet de loi que vous avez déposé au bureau de l'Assemblée nationale, loi portant sur le code électoral. Cette décision que vous avez prise publiquement parce que vous avez fait une conférence de presse a suscité beaucoup de commentaires qui sont dans tous les sens. Et pour éviter de faire la surenchère, je suis donc venu vous voir pour commencer par là. Comment est-ce possible que quelqu'un qui a eu la rationalité de construire un projet, les déposer, puisse les retirer? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et c'est ça ma première question. Écoutez, j'ai eu à m'expliquer longuement sur cette question. J'ai d'abord suspendu la proposition et ensuite j'ai fini par la retirer. Pour quelles raisons? Il faut d'abord dire que l'historique de cette loi, nous l'avons proposée en juillet 2012, alors que nous sortions d'une crise politique suite aux élections mal organisées, à la débâcle que tout le monde a constaté du président de la République à nous tous sur le fait que les élections avaient été mal organisées. Et il me semble que la crise qui couvre dans le pays depuis cette époque, la baisse de la représentativité des institutions, le manque de légitimité aux yeux de certains de ces institutions découle de ce processus électoral chaotique de 2011. Et donc, je me suis avisé à faire l'examen de notre système électoral et j'ai constaté deux ou trois choses essentielles. La première, c'est qu'il y avait des dysfonctionnements liés aux hommes. Parce que l'équipe d'Ngoï Mulunda, de Njoli, était une équipe qui, dans l'organisation même, dans la gouvernance même de la CENI, a posé problème. Je crois que cette première question a trouvé sa réponse par la réforme de la loi organisant la CENI et des différentes auditions auxquelles nous avons assisté à l'Assemblée nationale. Ensuite, il y avait un deuxième facteur qui a fait que les élections étaient une débâcle en 2011, c'est le fait que les législateurs lui-même aient été co-responsables, dans ce sens que nous avons adopté sur le tard. Et ce n'est pas le tort de la CENI sur ce point, c'est le tort de l'Assemblée nationale qui a adopté trois grandes réformes qui ont touché au cadre légal des élections, à savoir la révision constitutionnelle précipitée qui a réduit les élections de 2 tours à 1 tour. Nous avons eu la loi sur la CENI qui a été elle-même adoptée en retard et donc qui a conduit à mettre cette CENI en retard. Et la loi électorale elle-même qui a été adoptée à la sauvette dans la précipitation. C'est le deuxième facteur. Le troisième, c'est que la loi électorale en elle-même, comme composante du cadre légal des élections, comportait certaines insuffisances qu'il fallait corriger, notamment le manque de transparence dans le dispositif électoral. Je vous donne un exemple. Il est établi aujourd'hui que le contentieux électoral est un contentieux pour lequel il faut pouvoir amener les fameux PV. Mais notre loi électorale telle qu'elle est organisée, organise l'impossibilité pour les candidats d'avoir les PV et de pouvoir les faire valoir lors du contentieux électoral. La publication des résultats telle qu'elle se fait dans les CLCR, qui est un résultat agrégé où le CLCR n'a pas à se justifier. Vous développez le fondement de votre proposition. De ma proposition. Donc ma proposition visait à remettre un peu de transparence dans le cycle électoral
à rendre celui-ci acceptable pour l'ensemble de la population et des participants aux élections, et donc d'éviter les chaos que nous avons eus. Je l'ai déposé in tempore non suspecto, dans un horizon de temps non suspect, qui était celui de post-élections de 2012. Et je me suis battu pour que cette loi puisse être alignée, ce qui n'a pas été fait, parce que le bureau n'a pas préféré le faire. Donc précisons, deux choses importantes. La loi a été déposée, votre projet a été déposé en 2012. 2012. Au bureau de l'Assemblée nationale. Absolument. Et vous voulez retirer ce projet en 2014. Je le retire en 2014 pour les raisons que voici. D'abord parce que pendant 2 ans, le bureau n'a pas voulu l'aligner. Le gouvernement a tenté par 3 reprises d'introduire et a introduit des projets de loi qu'il a retirés sur la pointe des pieds parce qu'ils ne correspondaient pas à l'état d'esprit. Le ministre Mouillet en avait introduit, je crois, 2, et puis la dernière proposition, le dernier projet qui était venu avec cette espèce de volonté de réviser la loi électorale, de réviser la Constitution. Alors, en ce moment-là, le bureau, face à l'évidence, a dû réaliser que notre proposition valait mieux d'être présentée parce qu'elle avait de l'antériorité et qu'elle avait suivi tout le parcours. Cependant, le bureau a demandé à l'améliorer, la proposition. Or, il se trouve que notre règlement intérieur, et les téléspectateurs qui nous suivent doivent le savoir, la loi suit 4 étapes. Elle est initiée quand l'auteur l'écrit, elle est présentée lorsque l'auteur la dépose au bureau, et elle est déposée au gouvernement pour que le gouvernement donne ses observations. Passé le délai de 15 jours, la loi doit être mise en délibération, c'est-à-dire doit être mise à discussion. Le bureau n'a le droit, en réalité, de formuler ses observations qu'au moment de la présentation, pas après le dépôt. Or, il se trouve que notre proposition, ayant été présentée, a été déposée, donc transmise au gouvernement et devait être discutée. Donc, à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas être modifié. Il y avait cependant un certain nombre d'idées que défendait le bureau, pour lesquelles j'estimais qu'il n'y avait pas matière, si vous voulez, aujourd'hui, à les mettre dans les dispositifs, parce que, compte tenu du temps qui s'est passé entre 2012 et 2014, les enjeux du système électoral sont tels qu'aujourd'hui, l'opportunité même de la loi ne se présentait plus, et qu'il fallait entreprendre d'autres démarches pour remettre de la régularité dans le cycle électoral plutôt que de chercher des faux fuyants. Et donc, sur ces entrefaites, j'ai sollicité du bureau d'abord qu'un débat large soit fait, parce qu'il s'agit d'une grande loi républicaine qu'on ne fait pas à la sauvette. Et je suis d'ailleurs au regret de constater qu'on veut faire le forcing toujours sur cette loi dans une session extraordinaire. Rappelez-vous, la révision de la Constitution a été faite aussi dans les mêmes conditions. Nous avons adopté la loi de la CENI dans les mêmes conditions et la loi électorale. Et vous savez les résultats que cela a donné en 2011. Donc il faut tirer les leçons de l'histoire et considérer aujourd'hui que les enjeux du système électoral ne sont pas à l'aune de la modification de la loi électorale, mais plutôt de la mise en confiance de nos concitoyens, de reprendre la régularité du cycle, c'est-à-dire procéder à l'enrôlement et organiser les échéances électorales qui restent. Mais alors, évidemment, vous avez retiré la loi, mais malheureusement, dans un moment suffisamment suspect aussi pour que les soupçons pèsent sur vous. 2 soupçons majeurs. Le premier, c'est que vous seriez, je parle au conditionnel, en contact avec ceux qui décidaient du gouvernement de cohésion nationale. Vous serez sur une liste et quand vous avez appris que vous n'étiez plus sur la liste, c'est votre colère qui s'est manifestée dans les retraits de la loi. Je le dis parce que je considère que c'est des choses qui se disent mais qui doivent être rapidement réglées par l'intéressé. Avez-vous, oui ou non, retiré la loi? Non, vous savez, la loi parce que vous vouliez entrer au gouvernement, vous n'êtes pas entré. Ceci est dit, je vous pose la question avec toute la sérénité du monde, avec tout le respect que je vous dois, mais je dois vous la poser cette question. Est-ce que vous avez retiré la loi parce que vous avez été déçu de n'être pas au gouvernement de cohésion nationale? Non, je dois vous avouer d'abord que la discussion, quand on a fait l'arbitrage à l'Assemblée pour dire que c'est ma proposition qui devait être présentée, je l'ai dit devant la tribune. Le problème, c'est que vous, journalistes, ne suivez pas les débats. Je l'ai dit devant la plénière, vous pouvez vérifier.
que s'il y avait arbitrage sur quelle proposition ou projet que l'on devait retenir, cela devait se faire dans le respect du règlement intérieur. Donc je suis resté sur le principe, en ce temps-là. On ne parlait pas du gouvernement. Ensuite, c'est une aberration logique, c'est une aporie logique, comme on dit, c'est une impasse logique. Quelqu'un qui fait cette analyse manque d'acuité intellectuelle, dans le sens que si la contrepartie de la proposition était d'aller au gouvernement, donc la loi tombait. Donc je n'avais plus à la défendre. Donc il n'y a pas de contrepartie entre les deux. Et puis, surtout, il faut voir que dans les principales lois que j'ai toujours proposées, ce n'est pas la première, il y a ce que l'on peut appeler le fil d'Ariane. Pourquoi? Je suis, moi, porté sur des questions de justice et de liberté. Je suis convaincu que la démocratie est une valeur qu'il faut promouvoir dans notre pays. J'ai pris les armes pour cela. Je me battrai dans ce pays pour que la démocratie s'impose contre toute tentative qui viserait à brider et la parole et la liberté. Ce n'est pas la première loi que j'ai faite. J'ai fait la loi sur la Cour constitutionnelle. J'ai fait la loi sur le statut de l'opposition. J'ai fait la loi parce que je trouvais que c'était une injustice, que les gens ne puissent pas, les étrangers ne puissent pas aller dans le Kasaï parce que c'était considéré des zones minières. On a abrogé donc le sauf-conduit, comme on appelait les sauf-conduits pour aller dans les zones minières. J'ai fait la loi sur la liberté de manifestation. J'ai porté la réforme sur les juridictions de l'ordre administratif. J'ai porté la réforme sur la loi électorale. Ne voyez-vous pas que dans l'ensemble de ces lois, il y a un trait commun, c'est la défense de la liberté, de la justice et du droit dans notre pays? Parce que je crois, même si ce n'est pas évident, parce que nous sommes dans un chaos tel qu'il est difficile d'y croire, que ce pays ne se bâtira que quand il sera un état de droit, et que les règles du jeu doivent être respectées, qu'elles seront respectées et par les plus grands et par les plus petits. Et donc, il n'y a jamais eu dans ma démarche, qui est antérieure à toute tentative de mettre en place un gouvernement quelconque, de faire et du chantage ou d'aller sur la colère. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je n'agis jamais ni sous la pression, ni sous la colère. Mais alors, vous avez quand même participé aux concertations. Absolument. Et vous étiez en droit d'attendre quand même de ces concertations-là une participation au gouvernement. Oui. Donc vous pouvez quand même être un homme relativement déçu de n'avoir pas été choisi. J'ai toujours dit, Même si, oui. C'est une constance aussi que vous pouvez vérifier. D'abord, j'ai déjà été ministre dans ma vie. J'ai exercé des responsabilités dont je pense qu'ils m'ont rempli de joie et de bonheur de servir ce pays. Je crois que je le sers encore aujourd'hui par le mandat que j'ai comme député et comme président de mon parti politique pour faire avancer les idées que nous avons. Je ne dors pas tous les jours en me réveillant en disant que demain je serai ministre. Ça a été une constance. Deuxième élément, je ne pense pas que le gouvernement de cohésion, c'était une question de personnes. Ce n'est pas une question de personnes, c'est une question d'axes de programme et des méthodes de travail. Voilà que nous avons été aux concertations en disant que le gouvernement Matata était pas bon, menait une politique qui n'était pas conforme aux intérêts du plus grand nombre. Et nous avons pris une série de résolutions à ces concertations. La chose, à mon avis, à laquelle je m'attendais, pour laquelle je suis aujourd'hui déçu, c'est le fait qu'on n'ait pas renommé le Premier ministre en vue de rendre possible un contrat législatif et politique avec une nouvelle investiture qui aurait permis solennellement de sceller l'engagement du gouvernement comme institution de la République à mettre en œuvre un nouveau programme. On a rafistolé la même équipe sous le même programme pour pouvoir continuer. Et donc il y a là aussi une sorte d'impasse dans la méthode et dans la façon de voir. Vous savez, le Congo est ce qu'il est, nous en jugerons au résultat, mais je pense que de ce point de vue, nous avons péché par rapport à l'ambition que nous avons portée au départ, qui était une ambition de mettre en place un nouveau programme avec un nouveau contrat politique, et ce contrat politique n'existe pas. En lieu et place, j'ai entendu qu'on fera un séminaire. Mais un séminaire n'est pas engageant et ne crée pas nécessairement... Donc finalement, à part ce que vous venez de dire par rapport à l'inexistence d'une forme de contrat législatif avec le gouvernement par le fait de la rénomination du Premier ministre, mais quelle est votre lecture finalement de ce gouvernement? Pensez-vous qu'il pourrait aboutir à des résultats tels que vous les aviez
penser au niveau des concertations? Écoutez, à partir du moment où le programme n'a pas changé, que ça va continuer, ça reste un engagement moral. Mais donc, il faut changer parce que le président de la République a quand même cité un certain nombre d'axes de ce programme. Donc c'est un nouveau programme. Sauf le respect que je dois à la fonction, le président de la République n'a pas pour compétence d'engager le gouvernement devant le Congrès. Je pense que là, on est dans la confusion du genre. C'est le gouvernement, le Premier ministre, qui, dans son discours programme, lors de l'investiture, engage son équipe. Ce moment n'a pas eu lieu et il y a lieu de le constater, c'est un fait et il ne se discute pas. Donc, en retour, vous avez un programme, vous avez une méthodologie, donc il continue. Il s'agit d'un remaniement, c'est comme ça que ça s'appelle. Il ne s'agit pas d'une nouvelle équipe gouvernementale avec un nouveau programme et des nouveaux axes. Et donc tout le reste, ce sont des engagements d'ordre moral qui, ma foi, doivent être jugés sur pièce. Vous sentez-vous engagé? Parce que si le gouvernement est une conséquence des concertations et si vous avez participé aux concertations, vous sentez-vous engagé par l'action du gouvernement, même sur le plan moral simplement, ou bien vous êtes totalement aujourd'hui libre de votre engagement? À partir du moment où les principes de départ n'ont pas été observés dans la continuité, aujourd'hui, il n'y a personne qui est engagé par quoi que ce soit de ce que nous avons fait aux concertations. Donc je peux dire nous restons sur l'idée. Sur l'idée radicale. Non, ce n'est pas de l'opposition radicale. Vous savez que nous faisons une opposition sur des principes avec des propositions. Voilà, l'exemple de la loi électorale vous ramène à la réalité sur le fait que on peut faire de l'opposition dans ce pays en faisant des propositions. Et ça peut être plus efficace que ce que vous appelez l'opposition radicale. Donc chacun a sa méthode et sa façon de pouvoir faire. Moi je crois que dans la parcelle d'autorité et de pouvoir que nous avons, et nous en avons une comme députés, nous devons l'utiliser au maximum pour faire avancer les causes et les valeurs dans lesquelles nous croyons. Donc le reste, c'est de l'accessoire. Que le gouvernement ait été mis en place sans nouveau programme me paraît remettre fondamentalement en cause un certain nombre d'engagements qui ont été pris et qui nous conduit, même si sur le principe nous sommes d'accord avec les idées que nous avançons, à juger sur pièce et à voir ce qui sera fait. Parce qu'il faudra quand même vous situer par rapport à vos actions futures qui vont commencer certainement à s'amplifier. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement de cohésion nationale avec quelques membres de l'opposition et qui se sont d'ailleurs retrouvés dans ce qu'on appelle l'opposition républicaine. Et puis il y a ceux qui ne sont pas, qui n'ont jamais participé aux concertations, qui sont dans ce qu'on appelle un peu l'opposition radicale. Envol votre parti, vous vous situez comment dans toute cette configuration? Majorité, opposition radicale, opposition républicaine. Nous ne sommes pas de l'opposition X ou Y au sens où vous l'entendez. L'opposition, c'est une posture. Nous sommes aujourd'hui dans la même posture que nous étions au début de la législature, c'est-à-dire dans l'opposition contre le gouvernement. Nous pensons que dès lors qu'il n'y a pas eu un nouveau contrat-programme, il est très difficile de pouvoir penser que nous soyons dans la majorité. Les cas de figure que vous avancez est un cas de figure d'ailleurs extrême. Et donc nous sommes dans la même configuration que nous étions au début. L'échappée n'importe peu. Aujourd'hui, comme en vol, nous sommes préoccupés par le travail de fond que nous faisons. Vous allez rester un élément isolé. Aujourd'hui, c'est par la coalition des forces, par les alliances. Vous allez. Les alliances se feront. Vous savez, les alliances se font et se défendent. Les alliances se feront opportunément par rapport aux enjeux de l'avenir. Je vais vous donner un exemple. Voyez-vous comment nous avons été capables de rassembler sur un thème? Parce que ça aussi, c'est une méthodologie sur laquelle il faut pouvoir travailler. Lorsque nous avons fait la proposition de loi, tout ce que vous appelez l'opposition radicale, ceci, Chapelle, nous ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, ils sont rassemblés sur cette cause-là. Vous savez, vous avez tendance à considérer que le rassemblement n'est que tactique, mais il y a ces rassemblements aussi sur des thèmes, et qui fait que le leadership sur des grandes questions de société, nous avons des idées à pouvoir avancer. Et nous pensons que sur cette base-là, il y a lieu de fédérer les plus grandes énergies, et il en existe dans ce pays pour pouvoir avancer. Vous ne pensez pas que vous portez là aujourd'hui une responsabilité historique importante? Vous avez retiré votre proposition. L'opposition radicale a enfoncé une porte davantage en brisant même les murs en disant nous ne participerons à aucune plénière dont le sujet sera de la discussion sur la loi électorale.
Donc il y a aujourd'hui pratiquement une impasse au niveau de l'Assemblée nationale et pourtant les élections sont au rendez-vous. Vous ne pensez pas quand même qu'aujourd'hui, par votre attitude, vous avez donné de la matière à ce que nous appelons une radicalisation de la situation politique générale? Non, ça veut dire que notre leadership est important. Donc on n'est pas si isolé que ce que vous dites. Deuxième élément, c'est que par rapport à l'avenir du pays, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de pouvoir aller vers les élections. Je crois que... On va y aller comment? Je vais vous expliquer. Sinon, on a tendance, et l'une des raisons de retrait, c'est celle-là, vouloir passer la loi électorale comme étant un préalable au cadre légal. J'entends cela, c'est complètement faux. J'entends aussi dire qu'il faut absolument procéder à ce recensement avant d'aller vers les élections. C'est des questions qui sont fausses parce que le débat est mal posé. Vous savez, Einstein disait les questions auxquelles on ne trouve pas de solutions, c'est souvent des questions qui sont mal posées. Si aujourd'hui la CENI a l'impression que nous sommes dans l'impasse, c'est parce qu'elle pose mal les problèmes. Et la plupart des politiques sont en train d'être bernés par ça. Commençons par les débuts. La CENI peut-elle, oui ou non, aller aux élections avec l'actuelle loi électorale? Je dis que oui. La loi électorale que nous avons permet à la CENI d'y aller. Est-ce que la loi électorale que nous avons pose des problèmes? Oui, elle peut avoir posé des problèmes et c'est pourquoi nous avions proposé à ce temps-là qu'elle soit modifiée. L'autre question, pour résoudre ces problèmes, avons-nous besoin de réviser absolument la loi électorale? Non, parce qu'un certain nombre de mesures qui visent à améliorer le dispositif électoral peuvent être prises en vue de renforcer la transparence par les mesures d'application. Il ne faut pas oublier que la CENI est un pouvoir reconnu par la Constitution et qu'il y a des pouvoirs importants investis par la loi organique. Je vais vous donner même un autre exemple. Vous avez suivi l'élection partielle législative à Bépalé. Vous l'avez suivi. Est-ce que vous avez constaté que cette élection, en ce qui concerne le mode de compilation de résultats, de transmission de résultats, on a fait évoluer? La CENI, est-ce qu'elle a eu besoin d'une nouvelle loi pour le faire? Mais non, elle l'a fait sur base du pouvoir qu'elle détient. C'est que nous disons, la CENI aujourd'hui, elle doit utiliser le même pouvoir pour arriver au même résultat pour les élections qui viennent. Donc, les mesures d'application. Deuxième élément, question qui est posée, qui est mal posée, c'est cette question du recensement. J'entends les gens dire, et c'est en train de polluer les esprits, y compris au plus haut niveau, que on doit procéder au recensement de l'ONIB au motif que dans la loi sur la CENI, la loi de 2010, la loi organique qui organise la CENI, en ce temps-là, je dis bien 2010, a repris à l'article 9 un certain nombre de prérogatives dont est investie la CENI. J'en souligne deux. La première, c'est d'organiser les élections préélectorales, notamment l'identification, l'enrôlement des électeurs. Je rappelle que cette identification par rapport au point 1 de la loi organique organisant la CENI invite donc la CENI, ne lui laisse pas le choix, comme la CENI veut se le donner, de pouvoir faire l'identification et l'enrôlement conformément au cadre légal. Quel est-il? C'est la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Loi adoptée en 2005 par le Parlement de transition, d'ailleurs sur invitation à la fois de l'actuel président de la CENI, l'abbé Malumalu, qui était président de la CEI à l'époque, et présentée par un confrère que je respecte énormément, Maître Alexis Tambomamba, qui est aujourd'hui ministre de la Justice. Et cette loi dit quoi? Elle dit que pour toutes les opérations référendaires et électorales, on doit pouvoir procéder à l'enrôlement et à l'identification des électeurs. C'est une mission de la CENI. Il ne revient pas à la CENI de commencer à aller dans les lois pour pouvoir sélectionner ce qu'elle doit pouvoir faire. Parce que ce serait un cas de forfaiture. Et une forfaiture appelle la mise en cause de la responsabilité politique des autorités qui se trouveraient dans cette situation. Nous allons essayer de deuxième élément, laissez-moi poursuivre sur le fond, parce que c'est une question importante. C'est qu'on dit, bon, il faut que le recensement soit achevé. Non, quand on dit on veut que le recensement soit achevé, c'est tous ceux qui montent et qui veulent que les mandats puissent glisser. Et moi je trouve que glisser les mandats des députés nationaux
et du président de la République, ce serait prendre un risque important sur l'avenir de ce pays, d'autant plus que le point 10 de l'article 9 auquel se réfère la CENI pour invoquer ce pouvoir-là en disant que le découpage doit se faire suivant les données démographiques actualisées, veut dire que la loi électorale elle-même puisse confier à la CENI le découpage. Or, notre système électoral règle la question du découpage parce qu'elle définit les circonscriptions électorales en rapport avec les circonscriptions administratives. Ce qui revient à dire que pour que nous puissions être dans le cas de figure qu'évoque la CENI, il faut que la loi électorale ait dit que nous allons procéder par exemple à un changement de mode de scrutin en passant à un scrutin majoritaire qui lui va impliquer une opération de découpage électoral. Et donc je trouve qu'il y a une confusion qui est entretenue et il faut recadrer le débat et dire les choses beaucoup plus simplement. Le cadre légal qui existe permet à la CENI d'organiser les élections, permet à la CENI de pouvoir avancer sur base de la loi sur l'identification des électeurs et sur base de la loi électorale en cours. Et je remarque au passage, et notre Ligue de jeunes, dont le président José Kadima a tenu un point de presse récemment, a dénoncé le fait que nous avons dans le système actuel exclu la génération des 18-22. Ces jeunes 18-22 qui sont des jeunes qui sont nés, qui sont en droit de pouvoir voter, c'est un droit constitutionnel. Et la CENI a l'obligation, je dis bien l'obligation impérieuse de les enrôler parce que la loi le lui permet et la loi l'y contraint. Et donc elle ne peut pas se définir en disant maintenant moi je choisis de faire le recensement ou de faire autre chose, sinon ça serait de la fantaisie. Donc je pense que sur des sujets aussi importants, nous pouvons avoir un débat de fond et là-dessus, vous retrouverez l'envol, vous retrouverez son président et nous serons avec tous ceux qui, au-delà même, je dis bien, au-delà même du camp de l'opposition, sont d'accord avec la thèse que nous défendons. Donc, je pense que nous sommes dans notre rôle et les... Oui, parce que nous y sommes et que vous avez parlé des jeunes, mais j'ai l'impression qu'à force de proposer des lois, vous êtes devenus pratiquement les terminus des revendications. Les femmes vous en veulent un peu, parce qu'on pense que c'est vous qui proposez des lois, et vous avez reçu certainement, il y a quelques jours, une délégation de femmes, ce qui est assez rare, pour venir réclamer. Vous réclamez chez vous la sous-représentativité des femmes. Non, c'est les femmes de la CAFCO. Voilà. Aujourd'hui, je ne voudrais pas que les femmes soient utilisées à leurs dépens pour un agenda qui est contraire à leurs intérêts. C'est-à-dire, j'aime bien les femmes, j'en ai une, comme beaucoup d'entre nous, vous en avez une aussi, et je pense que nous voulons que ces femmes soient représentées dans les institutions, mais en même temps, en toute responsabilité, je crois que le problème de notre démocratie aujourd'hui n'est pas celui de la représentativité de la femme. Que ce soit d'un point de vue culturel, d'un point de vue institutionnel et voire historique. Le maréchal Mobutu, aujourd'hui, qu'on tend parfois à oublier, le maréchal Mobutu a nommé pour la première fois une femme ministre dans les années 60. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. Et donc nous avons connu dans ce pays des femmes ministres des Affaires étrangères, des femmes à des postes importants. Ça n'a jamais posé problème. Nous ne sommes pas un pays qui est radical, qu'il faut faire passer comme ceci. Il y a des sujets beaucoup plus importants aujourd'hui qui touchent à la condition de la femme. mais pourquoi vous avoir... Qui touchent à la condition de la femme. Oui, les violences faites à la femme à l'Est, et vous voyez bien le travail que fait par exemple quelqu'un comme le docteur Mukwege, qui a reçu le prix Sakharov, je crois, récemment. Et ça, c'est des thèmes importants. Je pense que ce thème où on veut noyer les suffrages, mais je veux dire, c'est l'empoisonner. Empoisonner les suffrages en disant, nous allons réserver des quotas. Il pose le problème de deux ordres. D'abord, il faudrait que la ressource femme soit répartie de telle sorte qu'on puisse, en toute honnêteté, considérer que quand une liste ne comporte pas une femme, cette liste est irrécevable. Je trouve que c'est des mécanismes qui ne sont pas démocratiques. Deuxième chose, lorsque l'on dit qu'on veut réserver en réalité un quota aux femmes, alors j'avais entendu, parce que dans les versions que j'ai vues circuler, on a même proposé un quota pour les personnes vivant avec handicap, un quota pour les personnes, on a parlé des autochtones,
à ce que je sache, nous sommes tous autochtones de ce Non, pays. il y a quand même des populations Alors, autochtones. non, mais alors, genre je les disais, Crimées, etc. non, alors, je trouve que c'est amener le pays à la dérive. Le temps de la construction démocratique, de la construction de l'État dans notre pays aujourd'hui, ne nous autorise pas certaines avancées qui, compte tenu du contexte historique, vous êtes contre, sont réellement contre le principe de la discrimination positive. Vous pensez que non, par une action de volonté, l'on peut régler un certain nombre des inégalités par des dispositions particulières. Vous savez, M. Karengaï, ce qui m'inquiète dans ce pays, c'est qu'au dehors, nous avons les paravents, l'apparence des démocrates, et sommeillent en beaucoup de Congolais les petits dictateurs dont nous avons tous des racines historiques, hein, que je ne peux pas citer ici. Et donc, la préoccupation première aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le suffrage universel, tel qu'est consacré par la Constitution, puisse fonctionner sans discrimination. Vous n'y croyez pas. Sans discrimination. Ensuite, moi je crois que la parité, il faut aller dans le sens de la promotion. C'est-à-dire, il faut inciter les partis politiques à y aller et il faut prendre des mesures incitatives. Vous savez, des pays qui sont beaucoup plus avancés sur le plan démocratique parce qu'il y a déjà un ancrage historique plus important que le nôtre. Je citais la France. Ne sont pas parvenus à mettre ce type de dispositions en œuvre. Des pays qui s'y sont essayés, comme le Sénégal, en sont revenus à des fondamentaux. Non, je pense que la chose la plus importante, c'est que la femme ne doit pas être discriminée dans la formation. La femme doit être protégée dans la société par rapport au problème des viols. Et moi, je suis d'ailleurs inquiet de voir que quand on a mis en place la Cour constitutionnelle, on n'a pas parlé des femmes, alors qu'on aurait pu y veiller. Quand on a fait le gouvernement, je ne vois pas cette dimension genre. Et tout d'un coup, là où le scrutin doit s'exprimer, on veut considérer que c'est là où ça doit se faire de la manière la plus évidente. Alors que là où nous avons la facilité de pouvoir le faire, pas le pouvoir de nomination, nous ne le faisons pas. C'est parce que fondamentalement, il y a des problèmes à résoudre. Et voyez-vous, moi je suis contre le fait qu'on amène des débats qui cachent des agendas et qui ne mettent pas au devant un certain nombre de réalités. Lorsque vous dites qu'on va réserver un quota aux femmes, prenant le scrutin proportionnel tel qu'il fonctionne aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certaines assemblées, vous allez avoir une majorité, je dis bien une majorité politique, qui peut basculer et être constituée sur les 15 ou les 30% dont j'entends qu'on va pouvoir réserver aux femmes. Et ça me paraît comme quand même une violation du suffrage tel qu'il doit pouvoir s'exprimer. Deuxième élément, qui n'est pas des moindres, là où la loi n'a pas distingué, il ne revient pas au législateur de le faire. Quand je parle de la loi, je parle de la loi fondamentale. La Constitution n'a reconnu le cas de cooptation des réserves de ce type de place que pour les chefs coutumiers, pour les assemblées provinciales. Donc si vous voulez le faire, et si nous voulons aller jusqu'au bout, il faut quoi? Il faut réviser la Constitution. D'autant qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait censuré la loi sur la parité. Et qui a dit quoi? Cet arrêt, qui est un arrêt de principe, a dit qu'on ne pouvait pas réserver des quotas à une catégorie sur base des distinctions de sexe. Mais je sais ce qu'on fait de la justice dans ce pays, on peut lui faire dire autre chose. Mais, toujours est-il qu'à l'état actuel, dès la jurisprudence et de notre Constitution, ces discriminations ne sont pas fondées et ne peuvent pas justifier qu'on puisse arrêter une mécanique, le cycle électoral, pour pouvoir réviser en vue de la parité. Nous allons aborder un autre sujet dans cette émission. Évidemment, je les tire un peu de votre première position. Vous avez participé aux concertations. Vous ne vous reconnaissez pas vraiment de manière organique dans la mise en place de ce gouvernement, vous l'avez dit ici. Et il y a déjà un autre son qui est en train de se développer dans le pays. On parle d'un certain dialogue. Quelle est votre opinion? On parle d'un dialogue qui devrait être convoqué et aujourd'hui c'est l'IDPS qui est quand même aujourd'hui tête de pont de cette nouvelle revendication en se basant sur l'accord cadre d'Addis Abeba et sur la résolution 2028, je crois, 2098. Je voudrais avoir votre opinion de politique, tout en ayant récupéré votre liberté d'action et d'engagement.
Je l'ai toujours. Voilà. Personne ne me l'a confisqué, je ne l'ai jamais vendu. Ah, voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette idée du dialogue qui se mettrait en place pour pouvoir régler les contradictions inhérentes qui ne sont pas parvenues à être absorbées par les concertations? Non, ce n'est pas qu'il y ait des contradictions qui ne soient pas parvenues à être résorbées par les concertations. Sur le principe, je suis contre un forum fourre-tout que l'on appellerait dialogue. Sur le principe. Par contre, je pense justement que sur la question de la loi électorale, il faut bien que toutes les parties prenantes, la classe politique, les partenaires au développement qui nous appuient, nous puissions discuter pour voir comment on peut remettre de l'ordre dans notre cycle électoral. Ça, les Congolais peuvent échanger. C'est la seule question aujourd'hui qui tienne. Il n'y a pas besoin aujourd'hui de réorganiser un forum où on va parler de l'économie, du culturel, du social. Non, on n'a plus besoin de ce type de forum, on en a fait suffisamment. Le seul point de discussion que nous devons avoir, et d'ailleurs, lorsque j'ai suspendu ma proposition de loi, j'ai appelé le président de l'Assemblée nationale à devoir prendre langue avec tout le monde afin que sur cette question électorale, nous puissions nous mettre d'accord. Et moi, je suis persuadé que si tout le monde se met autour de la table, nous allons nous mettre d'accord sur le chemin critique qu'il faut pouvoir emprunter afin de dénouer la crise que nous avons, même si nous la dénions. Nous avons une crise aujourd'hui dans ce pays qui couvre et nous avons toujours l'habitude d'attendre que nous soyons au pied du mur pour pouvoir discuter. Je pense que ce dialogue est justifié, pour autant qu'il soit limité sur la question de la mise en condition d'un cycle électoral qui fasse l'adhésion de tout le monde et permette qu'à la sortie des élections qui viennent, toutes les crises du passé soient résorbées. Et si jamais dans ces discussions que vous venez de serrer et de limiter à la question électorale, vous arrivez à un consensus et que ce consensus obligeait à une révision constitutionnelle? Parce qu'en réalité, la loi électorale, telle que vous-même vous l'avez proposée, elle allait aboutir à une révision de certaines dispositions de la Constitution. Alors, je ne vous laisse pas dire ça. Non. Vous savez, mon engagement pour la défense de la Constitution, je l'ai fait et mon engagement est intact de ce point de vue. Et en aucun cas, je dis bien, en aucun cas, je ne soutiens une révision constitutionnelle pour des raisons sur lesquelles je suis déjà revenu. Donc, ma proposition a eu l'avantage d'éviter l'opportunité qu'il y avait que présenter la majorité de devoir aller vers une révision de la Constitution. Parce que le projet de loi du gouvernement visait, lui, à réviser la Constitution. Mais notre proposition n'entamait aucune disposition qui visait à réviser la Constitution. Ça, c'est la contre-propagande qui a été faite et dont vous vous faites ici l'écho contre la loi Sessanga que personne n'avait lu à l'époque. Mais non. Moi, je pense aussi, et je crois fermement, qu'on peut dialoguer et rester ferme sur les principes. Dialoguer ne veut pas dire qu'on est faible. Hier, nous qui avions accepté d'aller discuter aux concertations, ceux qui appellent au dialogue aujourd'hui avaient considéré que ce n'était pas nécessaire. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Que les gens comprennent que dans une démocratie, le dialogue fait partie des institutions. D'ailleurs, je trouve que nous ne dialoguons pas suffisamment. Sur des grandes questions, comme la question électorale, nous devons pouvoir dialoguer. Mais il faut qu'on oublie aussi qu'on ne va pas se retrouver dans un forum pour commencer à s'entendre sur les tripatouillages, sur la modification de la Constitution. Vous avez vu les politiciens ensemble qui ne se sont pas entendus pour faire quelque chose ensemble? Non, je ne serai pas de cela. Réviser la Constitution, non. Nous disons simplement que si les Congolais peuvent parler pour faire avancer la cause du pays, il faut pouvoir le faire sur des questions pertinentes et qui touchent à l'intérêt général. Moi, je pense aujourd'hui qu'à 2 ans de l'échéance des mandats nationaux, la question la plus pertinente et qui sème le désordre, c'est celle de la régularité, de la continuité du cycle électoral. Il faut qu'on y mette de la clarté, qu'on enlève la confusion qui est en train de s'installer et qu'il y ait de l'engagement de la part de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les institutions de la République,
la CENI, pouvoir organisateur, ainsi que les partis politiques et les cadres politiques qui participent. Ce qui peut permettre aujourd'hui à ce que la population puisse adhérer à nouveau à notre schéma démocratique. Parce qu'elle est déconnectée, la population. Vous avez un nombre d'expérience, parce que vous avez quand même commencé la politique il y a déjà quelques années. Vous pouvez donc suivre mon raisonnement et sans doute infirmer si je me trompe. Moi, j'ai peur que demain soit un mauvais jour pour le pays, parce que quand je regarde les différentes familles politiques, la manière dont elles se mettent en place aujourd'hui avec la montée des ambitions complètement en contradiction, donc des ambitions personnelles montent dans tous les camps. Quand je vois l'opposition aujourd'hui qui ne parvient pas à parler d'un même langage, et je vois la majorité qui éclate en plusieurs factions, et je me dis que la classe politique est en train de mettre en danger toute l'avenir de notre pays. Et je me dis, est-ce qu'il y a demain l'espoir que nous arrivions à un pays où la classe politique sera à la hauteur des enjeux? J'ai l'impression que la classe politique est essoufflée dans son ensemble et elle est incapable aujourd'hui de rêver un Congo grand, un Congo de paix, parce que les ambitions personnelles ont tendance à dépasser les rêves nationaux. C'est une crainte que je formule, et je la formule comme un vœu par rapport à cette année qui va commencer 2015. Je vois des nuages sombres devant nous à cause justement de l'attitude de la classe politique, vous y compris. Vous avez raison de vous inquiéter, parce que vos inquiétudes sont fondées, nous sommes en train d'aller devant le mur. Je rappelle que nous avons aujourd'hui un Sénat qui est hors mandat, nous avons des assemblées provinciales qui sont hors mandat, nous avons des gouverneurs qui sont hors mandat, donc ils n'ont plus de légitimité. Ça ne vous rappelle rien, ça? Remontez dans l'histoire. Comment est-ce que de 90 à 97, le système a chaviré? Il a chaviré suite à des hésitations, à des manques d'engagement et de résolution dans la mise en œuvre de certaines décisions et des principes pour aller aux élections et préserver les acquis que nous avions. Et nous avons perdu, et nous ne sommes pas toujours, 20 ans après, sortis de l'auberge. Et donc aujourd'hui, mon sentiment et à l'envol notre engagement, c'est de dire, nous devons protéger et sauvegarder les maigres acquis que nous avons en termes de construction démocratique, de reconstruction de l'État. Ça doit être un dénominateur commun. Ensuite, il faut espérer que les hommes politiques, chacun en ce qui nous concerne, puissent s'élever au-delà des ambitions personnelles et que chacun de nous considère que le cimetière est plein de gens irremplaçables et qu'en dépit de cela, vous le réalisez tous les jours, le monde continue de tourner. Par conséquent, chacun de nous passe et le monde doit pouvoir continuer, mais il devra continuer dans les meilleures conditions. La catastrophe n'arrivera que si les uns et les autres ne jouent pas à conjurer les menaces qui nous assaillent. Nous parlons souvent, nous disons, le Congo est agressé, est un pays agressé. Mais je dis souvent aussi que le Congo n'est pas ce pays agressé que l'on voudrait bien vendre en victime. Le Congo est faible de ses fragilités internes entretenues par sa classe politique. Et comme tout le monde constate que nous avons plus de 50 ans d'indépendance et que nous devons être une population mûre, une élite mûre est celle qui prévient les dangers qui les guettent. En ce qui nous concerne, nous nous acquittons de cette part et vous voyez bien qu'aujourd'hui les débats sur la question électorale, la question cruciale, s'est installé dans les paysages politiques. Nous espérons que la sérénité gagnera les esprits des uns et des autres pour que nous puissions sortir de cette situation. Nous allons terminer cette émission Rap Sesanga par une question, somme toute personnelle quand même. Pensez-vous être un homme compris, un homme politique compris, ou bien vous circulez aussi avec l'idée que bon, que puis-je faire encore de plus, on ne me comprend pas?
pensez-vous être l'objet quand même d'incompréhension? Vous savez, Willy, excusez-moi de vous apostropher ainsi, mais tu sais, toi tu me connais depuis plus de 30 ans maintenant. Nous sommes de vieux amis depuis de 30 ans, comme diraient les autres. Et tu sais que mon engagement politique, depuis ma tendre jeunesse jusqu'à aujourd'hui, n'a pas faibli d'un iota. Je crois que le projet Congo est un projet qui nous porte tous, que chacun doit apporter sa contribution. Être compris ne veut pas dire forcément être dans la position que vous estimez être. Si nous avons été avec d'autres camarades en situation de créer un parti politique, c'est parce que nous avons une idée du Congo. Nous nous faisons une certaine conception du pays. Mais j'ai remarqué aussi que les idées que nous avançons, loin d'être isolées, comme vous le dites, loin d'être incompris, le sont le plus souvent. Un certain nombre d'idées que nous avons lancées, y compris au sein de la Chambre, et qui sont devenues des idées portées par tous. Je suis souvent fier de le voir porter et avancer. Mais nous disons que ces idées-là, ce projet-là, ces convictions doivent être portées dans un projet politique. Et c'est ces projets que nous voulons fédérateurs, pour lesquels nous prenons le temps qu'il faudra prendre, les peines qu'il faudra et les sacrifices qu'il faut pour arriver à un résultat un jour. Je ne désespère pas de l'idée qu'un jour, l'Envol soit une des principales formations politiques de ce pays, en coalition avec d'autres, nous puissions promouvoir les idées de justice, de paix, de démocratie, de développement que pour nos concitoyens et pour chacun qui a adopté le Congo comme sa deuxième patrie. Non, j'ai l'impression d'être suffisamment compris. Vous savez, quand vous commencez une démarche comme celle que nous avons commencée, apparaître complètement isolé et se retrouver à la fin au cœur de la discussion et rallier en termes thématiques presque idéologiques la classe politique, aussi bien certaines personnalités de la majorité que de l'opposition. Il y a des motifs de fierté. Il y a des motifs de fierté et j'en tire une fierté légitime. Je vous félicite donc pour ça. Que vous cette dialectique quand même assez impossible mais réalisable. Je suis donc heureux de vous avoir eu comme invité et évidemment je ne peux que reconnaître ce que vous venez de dire. Ça fait très longtemps que je vous connais, même si éthiquement je ne pouvais pas assumer cela sur ce plateau. Mais je l'assume quand même, c'est un jour de fête, c'est un jour de vœux. Alors nous allons terminer cette émission. J'espère que si vous avez un seul vœu à formuler à l'endroit de votre pays, à l'endroit de votre famille, l'occasion est donnée pour que vous puissiez clôturer par un vœu, un souhait. Mais vous savez, ma famille n'a pas d'existence en dehors de la nation. La nation, c'est ma grande famille. Et donc je dis que j'en appelle à l'ensemble de la classe politique, à l'ensemble des autorités de ce pays, que la sérénité gagne nos esprits, que nous puissions reprendre les choses à l'endroit, que nous puissions sauvegarder ce que nous avons mis autant d'années à construire et que nous n'ayons pas l'ambition de détruire en peu de jours ce que autant de sacrifices et de sang versés a pu bâtir. Je formule le vœu que 2015 sera donc cette année où le débat va avoir lieu, où nous allons cheminer progressivement vers les élections, où les citoyens congolais auront à choisir ce qu'ils pensent être légitime pour pouvoir les représenter, les diriger. Merci beaucoup. Je profite aussi pour souhaiter mes voeux à un sénateur, au sénateur Sessanga, qui m'a prêté ses livres il y a 30 ans et qui n'a pas eu tort d'avoir confiance à notre génération. Merci donc, amis téléspectateurs, pour avoir été à cette émission. J'ai donc été très heureux de vous la présenter, mais surtout d'avoir échangé avec un homme de qualité. Je ne peux lui souhaiter, et pour lui que pour sa famille, et surtout pour son parti, de faire un très bon vol. Au revoir. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.